Bonsoir, nous sommes jeudi 17 décembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. La ville de Coignières dispose maintenant d'un nouveau pôle santé pluridisciplinaire. Il regroupe 12 praticiens médicaux et paramédicaux sur une superficie de 550 mètres carrés. Invité pour en parler, le docteur Gilles Fleury, co-responsable du site. Paris-Nice 2016 s'est dévoilé ce jeudi avec l'annonce du parcours. L'une des premières grandes courses à étapes de la saison propose une nouvelle fois aux coureurs de s'élancer des Yvelines. Et Noël, c'est à présent dans une semaine. Nous verrons comment se préparent les traiteurs pour répondre à la demande. Nous rencontrerons aussi les amateurs de décoration et d'illumination. Et puis, Noël, c'est avant tout un moment de solidarité et les associations se mobilisent. Une annonce impopulaire mais nécessaire. Pierre Bédier, président du conseil départemental, a déclaré cette semaine que les Yvelinois devraient s'attendre à une forte hausse d'impôts. Selon nos confrères du Parisien, l'élu a une nouvelle fois dénoncé la baisse des dotations de l'État. Toujours selon lui, la dotation globale de fonctionnement va purement et simplement disparaître de 100 € par habitant. Elle va passer à 10 €. Le montant de la hausse n'est pas encore connu. Cette décision avait déjà été évoquée lors du mandat en cours de Pierre Bédier. L'annonce officielle devrait avoir lieu ce vendredi lors de la réunion des élus du conseil départemental qui débattront des orientations budgétaires de 2016. Et nous accueillons ce soir en plateau le docteur Gilles Fleury. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour nous parler du nouveau pôle santé de la ville de Coignières, il a ouvert au mois de novembre. C'est une bonne date car la période des fêtes est en général chargée, c'est fin d'année pour les médecins. C'est vrai, c'est une période chargée épidémique, bien sûr, mais pour les médecins généralistes, maintenant, c'est chargé toute l'année, puisque nous sommes de moins en moins nombreux, et par conséquent, nous héritons de la patientèle de nos confrères partis en retraite en général et sans successeur la plupart du temps. Alors 550 mètres carrés, voilà, c'est quand même une surface assez grande, il y a 12 praticiens. C'était une nécessité d'avoir ce nouveau pôle de santé à Coignières ? C'était une nécessité pour la première raison, qui est que nous étions déjà à Coignières dans un vieux bâtiment. Ce bâtiment n'était plus du tout aux normes pour pouvoir accueillir les personnes handicapées. La date butoir, théoriquement, c'était 2015. Et donc, cet ancien bâtiment n'était pas du tout adaptable. Donc, on avait deux alternatives, soit quitter Coignières, soit trouver une possibilité à Coignières. Et après de longs débats avec la municipalité, nous avons pu trouver ce deal qui est excellent. Excellent d'abord pour les Coignériens qui ne perdent pas leurs médecins, et puis, bien entendu, pour les praticiens qui ont un bâtiment désormais parfaitement adapté à la situation, qui est très beau et qui nous satisfait pleinement. Mais les grands gagnants, ça reste bien entendu les Coignériens. Alors maintenant, donc, ce pôle santé est aux normes pour les personnes handicapées, parce qu'avant, ce n'était pas possible, ils ne pouvaient pas accéder justement. Tout à fait. Avant, nous avions des escaliers, nous n'avions pas de possibilité de créer un ascenseur, des couloirs étroits, et ces normes pour l'accueil des handicapés sont extrêmement strictes et exigeantes, et donc c'était tout à fait impossible. Donc maintenant, nous sommes aux normes et nous sommes très contents de l'être, et les Coignériens, bien sûr, aussi. Alors ce pôle santé, ça fait depuis 2008 que vous l'attendiez ? Oui, c'est ça. Depuis 2008, on a commencé à discuter avec la municipalité depuis 2008. Ça a été une longue négociation, ça a été parfois difficile. Donc, on avait deux difficultés qui sont le bâti qui n'était pas adapté, donc il fallait créer un nouveau bâti. Financièrement, c'est bien entendu hors des portées des petites structures, donc la municipalité a bien compris cette nécessité-là. Il a coûté 1 800 000 €, donc tout le bâtiment, c'est un investissement qui est quand même conséquent. La mairie a fait un gros effort dessus ? Oui, les Coignériens ont fait un gros effort, c'est évident. Alors c'est un bâtiment qui comprend le centre médical proprement dit, et puis la PMI qui malheureusement depuis a fermé, et dont on espère qu'elle va trouver une autre fonction. Mais donc, et effectivement, parmi actuellement, tous les bureaux ne sont pas occupés. Il reste encore des places. Un espoir très très vif de faire rentrer de nouveaux praticiens, malgré la difficulté qu'on peut rencontrer à cela. Alors cette mutualisation des praticiens, si on peut le dire, voilà, c'est quand même une bonne chose, car aujourd'hui c'est quand même très compliqué, même en région parisienne, voilà, d'avoir des rendez-vous facilement avec les différents médecins. C'est tout à fait difficile, effectivement. Autrefois, il n'était pas concevable d'attendre plus de quelques heures pour pouvoir rencontrer un généraliste. Aujourd'hui, on donne des rendez-vous à 24 heures, à 48 heures, des fois plus. Mais ça tient effectivement au fait qu'on a des plannings qui ne sont pas extensibles, même quand on reçoit tard. On est de moins en moins nombreux. Et on a beaucoup de mal à recruter des remplaçants, des successeurs, des associés, du fait
d'une part du numerus clausus qui réduit le nombre de praticiens qui sortent des universités, d'autre part parce que ces praticiens préfèrent en général rester à l'hôpital et délaissent souvent la médecine générale qui est considérée comme un exercice exigeant, difficile. C'est plus difficile d'être médecin généraliste en cabinet qu'à l'hôpital ? Des médecins généralistes à l'hôpital, il n'y en a pas. Généralement, ce sont des spécialistes. Donc voilà. C'est mieux d'être à l'hôpital en termes... C'est plus confortable pour tout un tas de raisons. Bien entendu, les hospitaliers ont un statut de salarié avec tout ce qui se rattache à cela. Les libéraux doivent fonctionner tout seuls, doivent être un peu homme-orchestre. Il faut savoir, bien entendu, exercer son métier, mais il faut aussi avoir piloté une structure comme celle-ci. Et on est en contact direct avec tout un tas d'instances qui sont la sécurité sociale, les instances professionnelles, l'ordre. On a des exigences fiscales, comptables, techniques, par exemple celle d'obéir à la loi handicap. Donc tout ça, ça devient de plus en plus compliqué et c'est une des raisons, sans parler des contraintes horaires. Est-ce que vous recevez à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes par jour ? Oui, une trentaine à peu près, c'est ça, c'est variable selon les saisons, mais oui, c'est l'ordre de grandeur, oui. Et du coup, alors, il y a des médecins généralistes, des kinés ? Alors, dans ce nouveau centre, des médecins généralistes, un gynécologue, des infirmières, une kiné, des podologues. Nous avions autrefois un dentiste qui est parti sans successeur. Nous voudrions absolument qu'un dentiste puisse revenir. Il y a une grosse demande sur la commune et dans la périphérie. Il y a un local qui est superbe pour cela. Donc, on appelle à un candidat dentiste. Vous espérez attirer des jeunes médecins Notamment, bien entendu, pas que, mais oui, notamment un dentiste. Oui. Alors, qui sont les personnes, les patients accueillis donc, dans ce centre de Coignard ? C'est juste les habitants de Coignard ou ça s'étend un petit peu ? Non, ça n'est plus que les habitants de Coignard. Bien sûr, ce sont les familles de Coignard. 4500 habitants, ça occupe déjà bien, naturellement. Mais de plus en plus, c'est des patients des communes avoisinantes. Le Mesnil-Saint-Denis, Maurepas, Saint-Rémy-l'Honoré, La Verrière, etc. Des patients aussi qui ont quitté la commune pour habiter dans des communes limitrophes, mais qui nous sont restés fidèles, par exemple. Comment vous expliquez qu'il y a très peu de pôles santé comme celui-ci qui se forment, qui sont présents dans les villes ? C'est compliqué pour les médecins, pour les mairies de gérer ce genre de structure ? L'expérience montre que c'est assez compliqué. Le dossier des charges pour créer ce genre de structure est assez lourd et les municipalités, dans ce que j'entends de la part de nos collègues, ont souvent un petit peu de mal à comprendre la vraie réalité des difficultés des praticiens libéraux. Il faut bien reconnaître qu'avec un gros travail, avec beaucoup de temps, on a, nous, eu finalement beaucoup de chance à Coignard d'être entendus. Est-ce que justement la fermeture, vous me disiez que la PMI était juste à côté, il y a pas mal de PMI qui ferment, ça vous impacte aussi, ça vous fait plus justement, ça augmente votre patientèle ? Bien sûr, oui. La PMI donc a fermé à Coignard, les patients sont obligés de se déplacer à Ilancourt. On m'a cité plusieurs situations où on leur donnait des rendez-vous très lointains. Il y a un temps de déplacement, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de voiture, les bus ne sont pas toujours commodes, donc effectivement, on hérite de ces nouveaux patients-là de plus, de surcroît. Le pôle santé sera ouvert pendant les vacances, les fêtes de fin d'année ? Bien sûr. Il sera là, vous accueillerez... Bien sûr. Alors, nous, on a la chance d'être, par exemple, 2 médecins généralistes, donc on s'alterne pour les vacances, pour les week-ends. Enfin, il y a toujours quelqu'un de présent. C'est une chose à laquelle on est extrêmement attentif. Mais effectivement, c'est pas partout comme ça. Et quand il y a un médecin tout seul, par exemple, et qui ne peut pas trouver de remplaçant, parce que c'est souvent le cas, quand il part, il confie aux médecins autour sans forcément donner de directives très précises à ses patients. Et donc voilà, vous attendez encore quelques médecins, l'appel est lancé, donc c'est pour un dentiste ? Absolument, un dentiste, un ophtalmo, il y a une grosse demande, un dermato par exemple, oui, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Dr Fleury, d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Parlons Noël à présent. Pendant les fêtes de fin d'année, les boutiques ne sont pas les seules à remplir leur carnet de commandes. Pour les traiteurs, c'est aussi une période où l'activité s'intensifie, notamment en ce qui concerne les demandes des particuliers. William L. s'est rendu chez Lars Traiteur à Manille-les-Hameaux pour en savoir un peu plus sur leur organisation. Nos différents postes avec nos différentes équipes.
Tous au fourneau, que ce soit au froid ou au chaud, pendant la période des fêtes, les traiteurs s'activent en cuisine. Pour l'instant, chez ce traiteur de Manille-et-Hameaux, l'activité reste stable, mais leur carnet de commandes s'étoffe pour les journées du 24 et du 31 décembre. Et pour l'occasion, en plus de la carte habituelle, un menu spécial Noël a été mis en place. Les incontournables, comme d'habitude, le chapon indémodable. Sur le gibier, on est sur un pavé de cerf fait dans le dos, un grand classique. Ensuite, sur le poisson, nous avons fait une papillote mix avec 3 poissons incorporés, élaborés avec une sauce sur une base de champignons. Tout ça en petites papillotes à réchauffer, le plaisir à la dégustation. Le but n'est pas forcément de marger extrêmement sur le produit, mais plus de satisfaire notre clientèle. On sait que c'est un moment familial, il faut qu'on soit à la portée de nos clients. L'entreprise enregistre déjà 60 commandes aux particuliers pour le soir de Noël, mais en prévoit environ 150 d'ici le 24 décembre, malgré un marché de plus en plus concurrencé par les industriels de la grande distribution. Aujourd'hui, voilà, on est sur on va dire, une stagnation du nombre moyen de commandes depuis 3 années sur la carte des fêtes. Cependant, on est assez satisfait du fait de pouvoir résister par rapport à ces autres acteurs du marché. L'entreprise, qui table aussi sur 2 grands axes de clientèle comme les plateaux repas et l'événementiel, a vu l'activité de ce dernier baisser au vu des événements du mois de novembre. Certains particuliers fidèles et habitués resteront toujours les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise auprès de ses clients occasionnels de cette période de l'année. Et qui dit Noël dit forcément illumination de Noël. À Coignières, un concours est même organisé depuis une quinzaine d'années. Les particuliers redoublent d'imagination pour décorer la façade de leur maison et offrir aux passants un petit moment de contemplation. Camille Lambert est allée à la rencontre de ces passionnés. Serge peaufine encore les détails, même sous le mauvais temps. Père Noël et bonhomme de neige gonflable ont investi le devant de sa maison. Comme chaque année depuis maintenant 12 ans, il illumine le quartier. Certains font même le déplacement pour admirer ces décorations. Il y a beaucoup de passants qui viennent, oui, des petits-enfants, le soir, beaucoup aussi qui passent. Oui, des fois, il y a même une file de voitures, là. Ils font la queue. Une trentaine de guirlandes, 2 semaines d'installation et des centaines de lumières, Serge participe au concours d'illumination organisé par la mairie de Coignières. Sa collection, il l'a accumulée au fil des années. Tous les ans, on change un peu. Une fois, enfin, on change les couleurs surtout aussi. Une fois, c'est bleu-blanc. Là, cette année, on a fait multicolore. Et puis, on a remis des gonflants en plus là, cette année. Les autres années, on n'avait pas mis les gonflants. Et dans sa rue, il n'est pas le seul. Marc, lui, a misé sur les Pères Noël, tout en musique. Un rendez-vous annuel auquel Marc Leroellec participe depuis une dizaine d'années. Mais l'une des autres stars du quartier, c'est la maison d'Isabelle. 3 fois gagnante du concours, elle mise tout sur le pôle Nord, la région du Père Noël. Ça a commencé, cette histoire, avec des ours. C'est que quelqu'un m'a offert 3 petits ours. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Je dis, tiens, pourquoi pas en faire un petit coin, pôle Nord. Moi, j'appelle ça le pôle Nord. Et puis de l'autre côté, je me dis, tiens, plein de Père Noël. Je vais faire la maison des Pères Noël. Dans son allée, les personnages se comptent par dizaines, les ampoules par milliers. Alors il faut quand même un peu d'organisation. Moi, je les passe, la part en dessous, hop, je les cache. Et derrière, il y en a encore une quinzaine de prises. Donc on est plus de 50 prises qui tournent pour la déco. Des guirlandes, des sculptures et même une crèche. Un travail important qui vaut le coup selon Isabelle. Petit ou grand, c'est un moyen de tous nous apporter du rêve et de faire durer un peu plus la magie de Noël. Et les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de moments festifs, mais pour certains, elles renvoient au contraire à de longs moments de solitude. Différentes associations solidaires se mobilisent dans les Yvelines, particulièrement en cette période, pour permettre à tous de rompre l'isolement et de passer aussi de belles fêtes de fin d'année. De coutume à Noël, une assiette libre était généralement laissée en bout de table pour le pauvre. Aujourd'hui, cet esprit de solidarité se décline un peu différemment, à l'image de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui œuvre contre l'isolement des personnes âgées. L'association organise différentes initiatives comme mercredi à Villepreux, un Noël intergénérationnel avec des lycéens. C'est nous qui avons tout organisé, aussi bien les contes que les danses, les chorégraphies ont été faites par des élèves, les textes sont aussi faits par des élèves, tout a été organisé par les élèves.
On a fait ces activités pour réunir les différentes générations, autant les enfants, nous, les personnes plus âgées. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe très bien. Puis quand on voit les enfants qui sont tous joyeux, les personnes âgées aussi, c'est très émouvant quand même. Je suis venu me distraire et puis passer un bon moment en bonne compagnie. Le plaisir de voir que notre jeunesse, elle est bien vivante. Noël, symbole de moments joyeux en famille, mais pas pour tous. Cette fête peut également renvoyer à une période de détresse pour les personnes souffrant de solitude. Les bénévoles des associations comme SOS Amitié se mobilisent particulièrement en ce moment. SOS Amitié, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Nous sommes là le jour de Noël, nous sommes là la veille de Noël, nous sommes là le 31 décembre, le 1er janvier. Ils apprécient les écoutants qui sont là. Et c'est souvent un grand merci de leur part, merci d'être là. On est peut-être les seules personnes qui vont leur souhaiter une bonne année. Le manque de moyens, les difficultés économiques sont d'autant plus lourdes en cette période de fin d'année. C'est pourquoi le Secours populaire s'organise autour de différentes actions comme la distribution à trappe d'un colis alimentaire spécial Noël, saumon, bûches, ballotins de chocolat et même des jouets pour les enfants. Ce colis festif, on l'organise pour que les gens aient des fêtes de fin d'année, un Noël comme les autres, voilà, tout simplement. Et donc on va aider plus de 2000 familles sur le département. Ça permet aux gens de pouvoir avoir des fêtes de fin d'année qui soient comme tout le monde et de ne pas se sentir mis à l'écart. C'est une bonne initiative pour les pauvres déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de payer pour Noël des trucs. De nous offrir ça pour la fin de l'année, c'est formidable. Les bénévoles sont toujours les bienvenus lors de ces belles initiatives pour perpétuer l'esprit solidaire de ces fêtes de fin d'année. Et nous refermons cette page de Noël pour ouvrir celle du sport. Le parcours de la course cycliste Paris-Nice a été dévoilé aujourd'hui à l'hôtel du département de Versailles. Les Yvelines accueilleront le prologue de la compétition à Conflans-Sainte-Honorine et la petite commune de Condé-sur-Vègre organisera le départ de la première étape. Les détails avec Mickaël Elmidoro et Meryl Loisel. C'est une tradition pour la 7e année consécutive. La course cycliste Paris-Nice organisée du 6 au 13 mars s'élancera depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition. Elle succède à Maurepas. Au programme, une difficulté, le sentier des Laveuses, une côte de 200 mètres. Une petite difficulté qui est assez courte, qu'on aurait dû classer en hors catégorie du Tour de France, mais qui va en arrêter plus d'un, qui va provoquer des écarts à l'arrivée, et ensuite il y a un parcours beaucoup plus plat pour aller chercher la ligne d'arrivée, donc un beau décor d'ensemble. Je pense qu'on va avoir d'excellentes images. Ça donne un peu le ton de la semaine de Paris-Nice, des pourcentages raides, courts mais raides, et puis un parcours vraiment séduisant qui est fait pour tous les types de coureurs, donc vivement le printemps. Une deuxième ville sera à l'honneur sur ce Paris-Nice 2016. Condé-sur-Vègre, 1159 habitants, a été sélectionné pour accueillir la première étape de la compétition. Une première pour ce village situé près de Rambouillet. Ça va faire drôle de voir les bus des équipes dans ce village, toute cette animation. Mais non, mais c'est ça le cyclisme. Aujourd'hui, on se déplace partout, quoi. Le stade, il va partout. Il va dans les villes de 50 habitants. S'il faut y aller, on ira, quoi. Et donc Condé-sur-Vègre, c'est parfait pour nous. Le tracé programmé dans les deux villes yvelinoises a séduit les coureurs présents ce jeudi à l'hôtel du département de Versailles pour la présentation officielle. Il me plaît complètement. Je serai encore coureur. Je pense que je serai venu sur ce Paris-Nice. Pourquoi pas, je vais peut-être reprendre le vélo. Mais non, il me plaît énormément et je pense qu'on va avoir du beau spectacle. C'est surtout ça qui est important. Une centaine de coureurs est attendue sur Paris-Nice. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera les stars françaises Romain Bardet, Tony Galopin, l'Australien Richie Porte et l'Espagnol Alberto Contador, vainqueur du Tour de France. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif et ses invités, Mickaël Elmidoro. Vous allez nous parler de sport, c'est la chronique du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les Templiers d'Elancourt. Le club de football américain est actuellement en pleine préparation pour la saison prochaine. L'équipe ne reprendra le championnat qu'en février. Pour nous parler de cette structure et des objectifs du club, nous recevons sur ce plateau Georges Agostino, le président du club, et le directeur sportif Frédéric Pinchot. Bonsoir. Bonsoir. Alors Georges, l'année dernière n'a pas été une grande saison. Vous aviez loupé les premiers matchs, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça a été vraiment déterminant dans la suite du championnat ? Oui, bien sûr. On a très mal débuté la saison. À domicile ? À domicile surtout.
Bon, si on veut résumer vite fait, on a perdu les matchs importants qui nous ont empêchés d'aller en play-off et d'aller plus loin. On a gagné ceux qu'il ne fallait pas perdre pour ne pas descendre en deuxième division. On s'est maintenu. Ce n'était pas une grande saison parce que l'objectif était légèrement supérieur. Mais voilà, nouvelle saison. Et il faudra gagner dès ce premier match, Frédéric Pinchot. Dès ce premier match, il faudra gagner le 6 février. Oui, il faudra le marquer. Ça sera contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie, voilà, les des promus. Exactement. Oui, il faudra le gagner puisque c'est, on va dire, l'équipe qui monte de la Division 2. Donc il ne faut pas perdre contre eux puisque après on se met dans une situation compliquée. Et en plus, c'est à domicile. C'est à domicile, c'est chez nous le premier match. Et l'objectif, ça sera quoi, justement, de faire un petit peu de votre stade une forteresse imprenable cette saison? Cette saison, ça va être de refaire de notre stade du complexe de l'Europe une forteresse, un endroit compliqué, un endroit difficile à jouer, où les autres équipes n'aiment pas venir rencontrer les Templiers. Georges, est-ce que les Templiers font partie des favoris sur cette saison? Ou est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vous font peur? On fait partie des outsiders. Des outsiders? Ouais, on va dire qu'il y a des clubs, beaucoup de grands clubs français qui l'étaient déjà, se sont énormément renforcés. Nous, on essaie de le faire, d'où la venue et la présence de Frédéric Pinchot. On essaie Votre nouveau directeur sportif. Notre nouveau directeur sportif. On essaie de se renouveler, d'avoir des nouvelles idées. Ce qui a marché à un moment donné ne marche plus tout le temps. Objectif, je laisserai Fred en parler. On va essayer de faire le mieux possible cette année, puisque c'est une année de transition. Hein. On a Vivier qui est là, on a Vivier jeune, on a Vivier senior. On va vraiment essayer de faire le maximum. Personnellement, si on arrive à la porte du play-off ou play-off, je serais personnellement content. L'année dernière, la saison a été très difficile. La saison d'avant, par contre, ça a fonctionné, on peut dire ça comme ça. Finalement, vous réussissez une saison sur deux. Donc cette saison, logiquement, vous devriez tout terrasser. On va dire que la saison dernière a été une conséquence d'une saison hyper réussie l'année précédente et qui s'est terminée malheureusement dans des conditions un petit peu difficiles pour nous. Voilà. Donc l'année qui a suivi a été compliquée puisque beaucoup de joueurs avaient un petit peu lâché l'affaire, ne s'étaient pas réimpliqués à 100%. Et donc cette année, on a fait un peu table rase de tout ce qui s'est passé. Et on a décidé de se remettre au travail, de changer beaucoup de choses, de changer des têtes, changer des coachs, changer des organisations et la structure, un petit peu la faire évoluer. Donc il y a de nouveaux coachs. Donc des nouveaux coachs, un nouveau head coach. Emmanuel Charret a préféré quitter puisqu'il décidait de se tourner vers autre chose, vers d'autres objectifs. Donc Emmanuel nous a quittés. Il a été remplacé au head coaching par le coach principal, par Michael Marion, qui était déjà coach chez nous. Donc on garde toujours un petit peu un peu de famille, un peu de personnes qui viennent de chez nous. Et on a restructuré un petit peu les autres coachs avec des nouvelles têtes, ce qui permet un peu aux joueurs qui sont là depuis très longtemps de changer de routine d'entraînement. Et il y a des Américains qui vous ont rejoint. Voilà. Alors pour l'instant, il y en a un, puisque le deuxième, il est en attente encore et que c'est une petite surprise, donc on le garde sous la main. On en a un qui était, on va dire, en quelque sorte en vacances en France et qui ne savait pas qu'on jouait au football américain en France et qui est venu un jour nous rencontrer et nous a proposé ses services. Et quand on s'est renseigné sur lui, on s'est aperçu que c'était un très très bon joueur, un excellent joueur et il a décidé de signer chez nous parce qu'il trouvait l'ambiance du club très très sympa. Donc à 2 mois un mois et demi on va dire du premier match, est-ce qu'on peut dire que l'équipe est prête? L'effectif est au complet? L'effectif n'est pas. Ou est-ce que l'effectif peut encore être modifié? L'effectif peut être modifié. On est déjà à 80-90% de l'effectif, mais il peut encore être modifié. Alors on part aussi avec un autre objectif, c'est que cette année, nous ne jouerons pas avec un Américain en quarterback. Ça, c'est la petite différence des autres équipes françaises. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas une ambition de titre ou de podium, mais on partira avec un jeune quarterback français, qui est en équipe de France et qui jouait avant chez notre ennemi juré, chez les Flash. Voilà, on a réussi à voler un de leurs joueurs. Et il a décidé, il a cru dans notre projet sportif, qui est de remettre au poste de quarterback un Français, pourquoi pas le faire jouer en équipe de France et pourquoi pas briller. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite, pour le début de championnat et on vous recevra avec grand plaisir tout au long de la saison.
Et après le football américain, nous allons parler soccer. Mickaël, les filles de Montigny jouent ce week-end. Les féminines de Montigny-Bretonneux recevront ce dimanche à 17h30 Val d'Europe à l'occasion de la 8e journée de DH. Les Ilmontaines doivent rebondir après leur défaite 2-0 contre Calais au premier tour fédéral de la Coupe de France. La victoire est donc impérative pour la confiance, mais également pour le classement. Montigny 6e est talonné par Val d'Europe. 4 points seulement les séparent. Le match s'annonce donc passionnant. Florane. On l'attend avec impatience. On termine cette chronique par du rugby et un choc qu'il ne faudra pas rater pour le Sky Rugby, l'équipe du coach de Thomas Payen. Un choc, vous avez trouvé le mot juste, Florane. Le Sky Rugby, premier du classement de promotion d'honneur, reçoit ce dimanche à 14h30 le 3e du championnat de Terre de France. En cas de victoire, le Sky terminera l'année 2015 en tête. La montée deviendra alors de plus en plus concrète pour les Yvelinois. Sur la pelouse du stade des Boudets-Clos, il devrait y avoir du spectacle. Les Saint-Quentinois ont déjà marqué 148 points depuis le début de la saison. Un match ne pas manquer. Donc Florane, si vous voulez m'accompagner dimanche, je serai présent au stade. Ah désolé Mickaël, je me suis programmé une petite séance de running, mais une prochaine fois peut-être, certainement. C'est noté, hein, j'ai une bonne mémoire. Merci à vous et à lundi pour le 7-8 Sport, ce sera le dernier de notre année 2015. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Alors je vous prépare un petit Paris-Nice, du cyclisme avec Paris-Nice, mais également du golf avec le portrait de la future pépite du golf français Benjamin Jaillet, un sportif originaire de Montigny-Bretonneux. Dernier 7-8 Sport de l'année 2015, il ne faudra pas le rater, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour l'édition du journal de vendredi avec l'essentiel de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour le journal. Je vous souhaite donc une bonne soirée, peut-être déjà des bonnes vacances. Au revoir.